Bonjour à tous, je vous remercie d'être venus pour, voilà, pour cette discussion autour de la thématique des cars et des bus express, une solution à l'inflation énergétique et à l'urgence écologique. Donc, je voudrais tout d'abord remercier les intervenants qui ont accepté de venir ici pour parler de ce sujet qui est vraiment d'actualité. Donc tout d'abord Sandrine Gobert. Vous êtes aujourd'hui alors, depuis peu directrice pour le groupe Keolis, directrice de l'expérience client et du marketing digital. Et vous étiez précédemment directrice commerciale pour la direction régionale Sud-Est, où vous avez notamment eu à participer au gain de l'appel d'offres sur une magnifique ligne express que nous verrons après. Je remercie également donc Jean-Daniel Alquier, vous êtes le chef du département Offre-Bus Grande Couronne pour Île-de-France Mobilité, donc l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France, et on reviendra après, notamment sur le projet, le rapport Durovray qui est sorti il y a maintenant très peu de temps, au mois d'avril, qui traite de ce sujet passionnant des lignes express. Et enfin, je remercie également Eddy Haït. Vous êtes maire de Carrières-sous-Poissy et vice-président transport pour la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Territoire qui dénombre, si je ne dis pas de bêtises, au moins 6 lignes express. Voilà, donc parmi notamment les plus belles sur l'autoroute A14. Voilà, donc pour vous rappeler un petit peu le contexte, donc beaucoup de choses sont déjà dites dans le titre. Tout d'abord, sur le sujet de l'inflation énergétique. Nous savons aujourd'hui, nous le constatons tous, que ce soit dans notre quotidien ou au sein de nos entreprises, l'inflation de manière générale et surtout de manière particulière sur l'énergie impacte de manière extrêmement importante les budgets des ménages, les budgets de l'ensemble des travailleurs et également les budgets de nos entreprises. Cette inflation du prix des énergies a été analysée par plusieurs experts qui ont démontré notamment que l'élasticité au prix sur les énergies avait un impact particulièrement fort sur les ménages modestes où justement cette élasticité est extrêmement faible. Lorsque le prix augmente fortement de l'énergie, les ménages, notamment les plus modestes, n'ont que très peu de recours derrière pour pouvoir remplacer l'utilisation qu'ils font aujourd'hui des véhicules par d'autres types de transports. Pour un ménage, le coût moyen est de 4 500 € par an de dépenses liées au transport, ce qui représente 14% pour la moyenne des ménages, et ce qui représente 21% du coût pour les 10% des ménages les plus modestes. Donc il y a évidemment déjà ce sujet des revenus pour les ménages. Également, urgence écologique. Lors du Grenelle de l'environnement en 2007, il y avait un objectif de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre en 13 ans, sachant que, un peu plus proche de nous, en 2019, les transports étaient encore les premiers émetteurs de gaz à effet de serre, en représentant 31,3% de ces émissions de gaz à effet de serre. C'est le seul secteur où les émissions de gaz à effet de serre ont continué à augmenter, alors que dans d'autres secteurs comme l'industrie, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué. Et enfin, ce projet est un projet qui vient directement impacter les deux sujets, que ce soit sur l'inflation ou sur l'écologie. C'est la mise en place des ZFE, donc les zones à faible émission, qui vient donc évidemment avec cet objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais qui vient aussi contraindre les ménages les plus modestes, puisqu'ils n'ont pas forcément les moyens de pouvoir accéder à des véhicules plus économes en énergie ou des véhicules avec de nouveaux types d'énergie. C'est dans ce cadre que Île-de-France Mobilité a une véritable volonté de déployer maintenant de nouvelles lignes express, un nouveau projet complet de ligne express qui a fait l'objet du rapport Durovray qui est sorti au mois d'avril dernier, un rapport très détaillé avec de nombreuses propositions que nous allons aborder par la suite avec Monsieur Alquier. Mais alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une ligne express? De quoi parlons-nous lorsque nous évoquons les lignes express? Puisqu'en fait, on a l'impression qu'il y a autant de lignes express que de lignes en elles-mêmes. Donc Sandrine, est-ce que vous pouvez nous éclairer déjà un peu sur qu'est-ce qu'une ligne express? Alors bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Alors bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler des lignes et des cars express. Alors c'est intéressant de voir que ces lignes et cars express reviennent au cœur de l'actualité, alors qu'en fait ce concept de desserte existe depuis déjà bien longtemps dans nos territoires. Alors comme l'a dit précédemment Jérôme, effectivement ces lignes express, elles répondent à 3 enjeux extrêmement importants. Le premier qui est la cohésion territoriale. Comment ces lignes permettent un accès à l'emploi, à l'éducation et aux services. Et vous allez voir qu'on retrouve ce besoin de dessert dans la vocation même de ces lignes. Comment ces lignes permettent aussi de contribuer à la décarbonation de nos transports, enjeu de transition énergétique qui est extrêmement important. Et le troisième enjeu, c'est un enjeu de pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les ménages consacrent 15% de leur budget au transport, et c'est encore un budget plus important de 21% pour les foyers les plus modestes. Comment, au travers de ces lignes express, on leur propose une solution qui soit attractive et bien plus attractive que la voiture. Alors, les lignes Car Express, elles reposent sur 4 piliers fondamentaux. Le premier, c'est le design de l'offre. C'est comment on crée une ligne qui a une véritable vocation. Et quand on parle de design de l'offre, c'est à la fois définir un itinéraire qui soit rapide, qui soit véloce. C'est-à-dire que souvent, ces lignes express, elles ont des distances interarrêts qui sont beaucoup plus grandes, voire un nombre d'arrêts extrêmement restreint. La vocation de ces lignes se traduit aussi au travers de la fréquence. Il faut qu'il y ait une fréquence de passage qui soit extrêmement importante. Et vous le verrez dans les exemples un petit peu après. On est souvent en heure de pointe à 10 minutes de fréquence, et voire même parfois on peut descendre à 5 minutes de fréquence. Il faut qu'il y ait aussi une fréquence importante en heure creuse, et ça toute la semaine et également toute l'année. Ce sont des lignes qui fonctionnent les week-ends, qui ont des amplitudes de fonctionnement extrêmement larges, tout simplement parce qu'en fait, elles ont pour vocation d'aller chercher des déplacements auprès de la voiture. Voilà. Ces lignes, elles ont également un deuxième pilier qui est extrêmement important, c'est la performance. Il faut qu'elles soient compétitives en temps de parcours par rapport à la voiture. C'est ce qui fait la première accroche auprès des clients et des habitants. Et pour cela, il faut qu'elles aient des temps de parcours qui soient rapides. Et ça implique souvent de passer sur des sites propres, des sites aménagés, voilà, qui vont leur permettre de dépasser la voiture et d'être plus rapides que la voiture. Il y a tous les sujets autour de la connexion sur les pôles d'échange, qui est extrêmement importante, de proposer des trajets sans couture sur ces lignes. Le troisième pilier, c'est le pilier de l'expérience client. Il faut que ces lignes, parce qu'on est en concurrence avec la voiture, proposent une expérience qui soit sans couture. Alors on a souvent des véhicules qui sont aménagés avec du confort à bord, des sièges qui sont confortables, des toilettes, du Wi-Fi. Voilà, vraiment tout un tas de services qui vont permettre effectivement d'attirer des habitants. Et puis le troisième aspect important qui est lié à la décarbonation, c'est qu'on travaille de plus en plus sur les matériels. Il faut que les matériels soient le plus décarbonés possible. Et vous verrez que dans les exemples, on est sur des matériels maintenant qui sont électriques, voire au bio-GNV, pour participer à la décarbonation. Alors je vais passer quelques exemples typiques. Alors, avant de passer aux exemples, est-ce que, Monsieur Haït, est-ce que vous pourriez nous dire, vous en tant qu'élu sur un territoire qui est aujourd'hui déjà doté de lignes express, qu'est-ce que ces lignes aujourd'hui vous apportent à la population? Quelle est la perception de ces lignes? Quels sont selon vous les avantages principaux de ces lignes et de ces dessertes? Alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, alors mes administrés ont la chance d'avoir un maire divers écologiste, et pourtant je suis convaincu qu'on peut mieux circuler sur les routes et les routes existantes. C'est pourquoi on est particulièrement en soutien et en appui au rapport qui est présenté par M. Duvauvrey sur la place, le rôle et le futur schéma de développement de ces lignes express. Je suis présenté comme un grand témoin. La communauté urbaine, c'est 11 lignes express, une partie exploitée par Keolis, une autre par la concurrence, RATP, pour ne pas la citer. Dans tous les cas, ces 11 lignes apportent un service réel aux administrés dans un territoire qui avait besoin d'apporter des solutions, d'un côté au Grand Paris Express qu'on regarde avec envie mais qui nous échappe, et à l'anxiété des futures zones à faible émission. Donc on a une logique intelligente d'utilisation des routes avec ces cars express. Donc c'est un atout, véritablement. On a aujourd'hui des liaisons
orbitales, des liaisons radiales. On a une desserte plutôt intelligente. On regarde avec attention ce que pourra proposer le rapport et qui pourra aider au développement de notre territoire, parce que ça a été dit tout à l'heure, les enjeux ils sont écologiques, économiques et démocratiques. Comment on rapproche les cœurs d'agglomération des personnes les plus éloignées avec un service rapide, un service efficace, propre, d'expérience, un peu le terme anglo-saxon, c'est tenter une expérience. Je vais souvent pour mes loisirs, enfin pour mes vacances au Japon, je suis très fan des lignes directes du Japon et on est dans un autre monde. Enfin, même dans les pays baltes, ils ont des lignes directes d'une grande qualité également entre la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie. On est très en retard en France sur l'offre de service à l'usager pour lui dire j'abandonne mon confort un peu égoïste, individuel de la voiture pour un service où je peux quand même m'isoler, me retrouver seul et aller en toute sécurité sur des routes et gagner du temps. Donc on doit améliorer ça. Maintenant, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, donc c'est 400 000 habitants, 73 communes, des zones rurales, des zones urbaines. La ligne Paris-Normandie future à arriver, le RER-E. Donc nous, ce qu'on va devoir regarder avec l'arrivée de ces nouvelles infrastructures, c'est comment on peut, peut-être, si les lignes express seraient moins pertinentes, reporter l'offre de chauffeurs et l'offre de services vers des zones moins desservies permettant d'assurer de meilleures liaisons plus directes ou des rabattements vers, je pense, les pôles d'agglomération ou des liaisons intermédiaires avec le Grand Paris Express. Donc c'est pour nous vraiment important que ces lignes express soient développées, renforcées. Île-de-France Mobilité, bien sûr, sa part dans l'analyse de ce rapport et sa mise en œuvre. Il va falloir aussi que les élus soient en capacité à peser auprès de l'État pour obtenir des financements complémentaires et supplémentaires à un moment donné où on doit avoir des objectifs clairs sur le report modal, mais aussi des réponses évidentes à l'inflation énergétique et à l'urgence écologique. Voilà moi ce que je pouvais dire ici. Satisfaction, efficacité, peut-être à attendre davantage encore, et puis à observer comment les choses vont se développer. Mais aujourd'hui, les 11 lignes fonctionnent bien. Tout le monde attend à ce que ça fonctionne davantage encore, indépendamment du réseau de desserte et de transit habituel. Voilà. Donc on est vraiment dans une logique d'accompagnement et d'adhésion à ce vrai service qui est pour nous une vraie réponse aussi de désenclavement de territoires comme ça qui sont entre deux. Trop près de la Normandie, trop loin de Paris, et pourtant une forte zone de peuplement. Puisque Carrière-sous-Poissy, la ville dont je suis le maire, est une des rares villes des Yvelines à connaître une forte croissance démographique, 3000 logements sur 10 ans. Donc on a besoin d'assurer des mobilités efficaces, convaincantes, pour que les gens acceptent de vivre en Île-de-France et d'aller travailler sur les zones d'emploi. Voilà. Monsieur Dupont. Merci, monsieur. Et la photo, ça ne va pas être possible, monsieur. Mais j'avais des cheveux à l'époque, c'est pour ça. Il faut que je la change. Mais très très belle ville, en tout cas, Carrière-sous-Poissy, oui, où nous sommes installés au quotidien. Voilà. Donc quelques exemples maintenant, avant ensuite d'aborder le projet qui a été dressé par Monsieur Durovray. On va d'abord passer en revue quelques projets, quelques beaux exemples qui ont pu être faits, que ce soit en France ou à l'étranger. Alors, je ne vais pas vous décrire tous les projets qu'on a mis là, mais retenir quelques points un peu saillants sur ces exemples de lignes. Le premier que vous avez là, c'est la ligne Express 230, qui est une ligne régionale ZOO, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui relie Sophia-Antipolis, grand bassin d'éducation et d'emploi de près de 40 000 emplois, à la ville, à la métropole de Nice. Voilà. Donc c'est une ligne avec une fréquence de 10 minutes. Ce qui est important à retenir sur cette ligne, c'est, vous le voyez, ce sont des véhicules à double étage, donc avec une capacité importante, donc une expérience client qui est extrêmement brillante et vive et qui est extrêmement appréciée. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette DSP que Keolis exploite, la demande de la collectivité a été de décarboner 100% de la flotte. Donc sur ce parc de véhicules-là, aujourd'hui ce sont encore des véhicules thermiques, mais demain, dès 2024, on aura une vingtaine de véhicules 100% électriques à double étage. Voilà, un exemple à la fois d'attractivité et de décarbonation poussée jusqu'à la limite maximum. L'exemple suivant. Alors, cet autre exemple qui est extrêmement intéressant, Office on Wheel, en Belgique, c'est comment on transforme le temps de parcours en un temps utile, efficace et attractif. À bord de ce véhicule, il y a un certain nombre d'équipements qui permettent aux salariés, on est plutôt sur une cible domicile de travail,
de pouvoir travailler et de, entre guillemets, rentabiliser le temps de parcours, alors avec des équipements, des tablettes comme vous voyez, des connexions, des aménagements, type un peu réunion. Et c'est un type de ligne qu'on commence à voir arriver également en France. Voilà. Alors on est sur des temps de trajet qui sont pas loin d'1 heure, hein, voilà. Mais ça repense complètement la manière d'envisager ce temps de parcours. Troisième exemple, la ligne express Caen-Le Havre. Alors là, ce que je voulais vous montrer dans cette ligne, c'est qu'effectivement, en termes de vocation de ces lignes express, on est aussi sur des liaisons, on va dire, entre grandes métropoles qui ne sont pas forcément couvertes par des liaisons ferroviaires. Et même si c'était le cas, la ligne express peut venir complètement en complément d'une ligne ferroviaire. Donc là, c'est la ligne express Caen-Le Havre. Et cette ligne, elle a la caractéristique de pouvoir accueillir des vélos, parce qu'effectivement, on a des clientèles de touristes qui utilisent des vélos. Voilà, et donc vous pouvez les attacher à l'arrière, ce qui fait qu'en fait vous pouvez faire un trajet de bout en bout, le vélo, l'autocar et ensuite le vélo. Autre exemple, alors là c'est un autre exemple qui est dans un territoire plutôt métropolitain puisqu'on est dans l'agglomération lyonnaise, c'est la ligne Gare-de-Vèze-Port de Lyon. Alors cette ligne elle a la particularité sur une grande partie de son parcours d'emprunter un site propre en TCSP sur l'autoroute A6 qui rentre dans Lyon. Ce qui fait qu'à certains moments, les autocars ou les autobus dépassent les voitures. Voilà. Et donc là, il y a quelque part, l'autocar fait sa propre autopromotion. Quand vous êtes en voiture et que vous êtes immobilisé dans un bouchon à l'entrée de Lyon et que vous voyez l'autobus vous dépasser, et ben ça peut générer une idée de se dire tiens, pourquoi moi je ne monterai pas dans ce véhicule. Et la particularité de cette ligne, et c'est aussi un point commun qu'on retrouve dans un certain nombre de lignes express, c'est la connexion à Vèze. Quand on arrive à Vèze, vous avez une connexion avec le métro lyonnais, avec un certain nombre de bouquets de lignes, et ça vous permet de faire votre trajet final. Ça insiste sur la nécessité aussi de travailler sur un trajet sans couture. C'est-à-dire que quand vous arrivez avec votre ligne express dans un pôle d'échange, eh ben, il faut que vous ayez la signétique qui va vous permettre de terminer votre trajet. Il faut que vous ayez l'information en temps réel, voilà, qui va vous dire à quel moment je vais pouvoir faire la connexion. Donc tous éléments qui participent à une expérience client qui soit bonne et qui soit convaincante. Voilà, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aller chercher de la clientèle auprès des autosolistes. Un autre exemple, alors là qui est un exemple un peu différent, c'est qu'on a aussi des lignes express qui sont une surcouche sur une ligne régulière classique. On peut avoir des lignes omnibus qui sont complétées par des lignes express. Et là, dans ces cas-là, on peut avoir des lignes qui n'ont qu'un point de départ et un point d'arrivée. Voilà. Un autre exemple, alors les exemples ne sont pas français, hein, comme on l'a dit, il y a le Japon. Un exemple là sur la ligne express Göteborg, donc on est en Suède. C'est une ligne qui a une amplitude de fonctionnement qui est très large parce qu'elle tourne pendant 22 heures. On a des lignes qui tournent en 24-24, des lignes express. En particulier quand on dessert des très gros pôles générateurs qui sont des pôles d'emploi où on est par exemple sur des services entre 8 ou des hôpitaux. Autre exemple, la ligne, alors là on est aux Pays-Bas, voilà, Saintus-Utrecht. Et là c'est des sujets encore, Utrecht, il faut que je prononce comme il faut. On est sur, voilà, là le sujet c'est qu'en fait on est plutôt sur des sujets d'intermodalité. Effectivement, souvent ces lignes express, elles sont en rabattement sur des gares ou sur des pôles d'échange. Et là aussi, il faut que le parcours soit sans couture pour permettre effectivement de réassurer à chaque fois le voyageur. Et je crois qu'on doit avoir encore un autre exemple. Voilà, alors là on est à l'autre bout du monde, on est en Australie. Voilà, c'est une ligne, cette ligne est Northern Beaches qui relie Sydney. Donc on est sur un territoire là qui est très dense. Hein. Voilà, Sydney c'est plus de 5 millions d'habitants et cette ligne elle relie le nord des plages au cœur vraiment du CBD de Sydney. Voilà, et c'est une ligne qui fonctionne en 24-24, voilà, avec une fréquence là aussi extrêmement importante. Donc comme vous le voyez, des lignes express, on en retrouve dans des contextes complètement différents, des lignes orbitales de ville à ville, plutôt de la périphérie vers le cœur de ville, des lignes express en territoire métropolitain, en territoire dense. Ce qui est important, c'est d'avoir une vraie vocation à ces lignes, avec un service sans couture, et qui va aller chercher effectivement des nouveaux clients. J'insisterai juste sur un dernier chiffre. Chez Keolis, on a mis en place l'année dernière une enquête IFOP pour aller effectivement comprendre les freins et les leviers auprès de la population française. Et on s'est aperçu qu'on a à peu près 22% de la population qu'on a interrogée qui se disent complètement automobilistes convaincus. Voilà. Et ces gens habitent plutôt dans les territoires ruraux.
Donc comment, avec des lignes express comme ça, sur un certain nombre de leurs déplacements, on va aller chercher. Mais on a un vrai travail de conviction et donc d'attractivité. Et ça passe en particulier sur des temps de parcours et une expérience en couture. Merci beaucoup Sandrine. On va maintenant revenir beaucoup plus proche de chez nous. On va quitter Sydney et on va revenir maintenant donc, sur la région Île-de-France. Et Monsieur Alquier, donc, la présidente Pécresse a chargé le président du Rouvray de ce rapport, de pouvoir faire un point d'étape sur les lignes express actuelles et puis surtout donner des perspectives sur ce projet Ligne Express qu'elle souhaite développer et transformer en nouveau mode de transport, comme le cite le président du Rouvray dans son rapport. Alors peut-être commencer par un point de méthode, puisqu'on peut se mélanger les pinceaux entre le rapport, la concertation avec les acteurs locaux. Donc les étapes, elles sont celles-ci. D'abord, une phase de rencontre avec tous les acteurs du transport, les concessionnaires autoroutiers, les covoitureurs, les transporteurs, les collectivités locales, qui ont permis d'être mis en synthèse dans le rapport de François Durovray, qui sont autant de pistes exploratoires pour Île-de-France Mobilité, qui va prendre sa propre décision dans un schéma directeur avant la fin de l'année. Ce schéma directeur, il ne va pas définir finement l'offre de chacune des lignes de Grande Couronne, évidemment pas. Il va poser ses grands principes et ce sera le point de départ de la discussion avec les opérateurs titulaires des différents contrats et les collectivités partenaires. Voilà, donc pour éviter toute frustration, on n'aurait pas le temps de concerter avec tous les partenaires, donc on le fera dans la foulée du schéma directeur. Voilà pour le point de méthode. Deuxièmement, vous avez commencé par nous assommer en introduction par beaucoup de chiffres, donc je vais continuer. Donc effectivement, la Grande Couronne, c'est 45% de la population répartie sur 90% du territoire francilien, alors que 2/3 des emplois en Île-de-France sont concentrés sur 6% du territoire. Donc ça, c'est un premier enjeu qui, combiné avec le fait que les gaz à effet de serre des déplacements périphérie-ville sont 25 fois supérieurs aux gaz à effet de serre émis pour les déplacements internes ville, on voit que l'enjeu écologique il est évident et on sait où est le levier. Sur la question économique, donc un chiffre complémentaire peut-être là aussi, vous avez évoqué le poids des mobilités dans le budget des ménages. Tous les ménages ne sont pas égaux. J'ai deux illustrations. La première illustration, c'est qu'un habitant de Paris parcourt 3000 km avec sa voiture particulière par an, environ 8000 pour un habitant de petite couronne et environ 20 000 en grande couronne. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, puisqu'on a une experte de la province, en province, la part modale est étale, quels que soient les CSP. En Île-de-France, on constate que ce sont les ouvriers qui utilisent le plus fréquemment le véhicule individuel, à hauteur de 50% versus 40% pour les catégories supérieures. Donc là, on voit qui on vise et l'enjeu économique, il sera en premier lieu profitable aux personnes avec le pouvoir d'achat peut-être le plus faible. Donc on propose effectivement d'agir maintenant en réaction à deux éléments. À la fois une contrainte que vous avez évoquée, c'est la mise en place des ZFE, et puis une opportunité qui est le Grand Paris Express. Je ne sais pas si c'est la solution, mais une solution, ça peut être les lignes express qui ont fait ses preuves, puisque nous les avons déjà beaucoup développées dans le cadre du plan bus précédent, 2017-2019, avec un sursaut d'offres de 10%, soit 4 millions de kilomètres supplémentaires, pour un ressaut de fréquentation de 25%. Donc, tout à l'heure, vous parliez d'élasticité. Donc là, on parle d'une élasticité non pas au prix, mais à l'offre. Pour une variation de 10% de la fréquentation, on a eu 25% de fréquentation en plus. Donc je pense qu'il y a peu de modèles équivalents et ça montre que la ligne express peut être très très efficace. Et avec un coût à l'usager un peu inférieur à 1,5 € par voyageur, ce qui est là aussi très performant. Si on est malgré tout honnête, le bilan il n'est pas que positif dans les lignes express en Île-de-France. C'est une famille qui est hétérogène, avec dans certains cas des performances commerciales très fortes. Je pense par exemple aux lignes Mantes-La Défense, qui sont un peu caricaturales tellement elles fonctionnent bien, avec des véhicules qui partent tous pleins, et puis d'autres lignes express où on peine à avoir 10 voyageurs par course. Le deuxième point, c'est aussi une hétérogénéité dans la régularité. Les retards de plus de 5 minutes sont pour les meilleures lignes inférieurs à 10% de l'offre produite, mais dans les pires des cas, c'est 50% des courses qui souffrent d'un retard de plus de 5 minutes. Donc on a un gros travail à faire sur la régularité. Et puis enfin, quand on regarde les tracés fins des lignes, on s'aperçoit que pour certaines d'entre elles, elles assurent également une mission de maillage très fin ou extra fin, qui n'est pas la vocation d'une ligne express, vous l'avez évoqué très simplement. Donc on voit les différents axes de progrès et où porter l'effort. Pour structurer cette action, on s'est proposé, comme pour le transport à la demande, d'élaborer un label. Donc ce label, il rappelle évidemment des évidences. La ligne express, elle a une vocation de transport de longue portée.
ça ne fait pas discussion. Elle doit être efficace, donc ça veut dire une trace directe, éviter les cabotages. Donc là, on pressent évidemment la discussion qu'on aura avec les maires qui aujourd'hui bénéficiaient d'une desserte fine grâce à ces lignes express, à qui on dira demain, eh bien non, la ligne express ne passera plus par là. Ça veut dire qu'il faut faire de la pédagogie et peut-être trouver des solutions de report. Donc ça, c'est un point qui n'est pas consensuel, mais qu'il faut avoir en tête. Sur la question de la qualité de service, ça a été évoqué tout à l'heure, alors avec des photos magnifiques, avec des tables de réunion, des distributeurs de bière, etc. Honnêtement, je ne pense pas qu'on aura ça en Ile-de-France parce qu'on a un souci de maximisation de l'espace. Et l'idée, c'est de transporter des gens en premier lieu. Le temps de trajet doit être agréable, confortable, mais s'agissant des services à bord, il faut trouver le point d'équilibre entre le service à bord et l'optimisation de l'espace. Donc c'est pas évident, mais il faut qu'on y travaille. La qualité de service doit aussi se trouver en amont du déplacement, dans les pôles d'échange multimodaux. On va y revenir. Il y avoir une offre de transport lisible. On n'a pas été aussi loin que vous, on n'a pas été à Utrecht ou en Allemagne ou que sais-je, mais on a été voir ce qui se passait de l'autre côté du Rhin. Et nos amis allemands considèrent qu'une bonne ligne express, c'est une ligne dont la vitesse commerciale n'est pas 1,5 fois supérieure au trajet, au temps de parcours de la voiture automobile. Donc ça, c'est un point de repère un peu bas de plafond, mais qui nous va bien. Et pour les lignes express qu'on va définir ensemble, on essaiera de s'assurer que le temps de parcours sera incitatif et pas supérieur à ces ratios de 1,5. En revanche, je pense qu'on n'aura pas une fréquence de passage cible référence, parce que l'Île-de-France est pluriel, comme la communauté urbaine GPSEO, il n'y aurait pas de sens à avoir le même niveau d'offre à Milly-la-Forêt qu'à Mantes, par exemple. Donc, dans le label, vous ne trouverez pas une fréquence de passage qui serait normée. S'agissant des services à bord et de la complémentarité des modes, et s'agissant du vélo que vous avez évoqué tout à l'heure, on va expérimenter, on progresse pas à pas avec un test effectivement d'onboarding des vélos sur la ligne Manille-Cergy, et si ça prospère, on l'éteindra. Bon, pour passer à l'action, il faut effectivement d'abord un objectif et une vision. L'objectif, il est triple. Premièrement, une connexion entre les centralités. Donc ça fait référence par exemple à des liaisons Cergy-Argenteuil. Un objectif de désenclavement, puisque chacune des communes de Ronde Couronne pris isolément ne proposerait pas des flux suffisants pour créer à elle seule une ligne express. Donc on réfléchit à comment massifier ces flux et à réfléchir à une aire de chalandise autour de différentes points centralités, permettant aux gens de se rabattre vers les pôles d'échange multimodaux. Et une fois réunis, ils embarquent dans la ligne express et direction la centralité voisine ou le Grand Paris Express, par exemple. Et le troisième objectif, c'est évidemment le Grand Paris Express, avec d'ores et déjà des liaisons qui sont évidentes. Pour que cela fonctionne, il ne faut pas penser la ligne express isolément, mais dans son ensemble, dans un système. Donc si on raisonne d'amont en aval, en amont, c'est la réflexion sur le pôle d'échange multimodal routial, pôle d'échange multimodal, voilà, merci beaucoup, qui doit permettre d'accueillir de la meilleure des façons le vélo, pour avoir des correspondances vélo puis bus. Également des pôles de reprise et des pauses pour le covoiturage, et une offre de stationnement de droit commun pour les véhicules légers. Et on considère qu'en dessous de 50 places, on serait en deçà des attentes. Donc voilà, donc les pôles d'échange auraient une capacité vraisemblable d'au moins 50 places. Il est possible que les communes sur lesquelles les pôles d'échange seraient réalisés n'auraient pas envie, n'auraient pas la capacité de réaliser cet équipement. Donc il faut faire évoluer la gouvernance et proposer à ces collectivités éventuellement un passage de témoins, soit vis-à-vis d'un département, du département, soit vis-à-vis d'un opérateur de transport via les contrats qu'on a avec vous, Keolis ou Transdev, puisque vous êtes dans la salle. Voilà, donc il ne faut pas être bloqué par le fait que la collectivité la plus excentrée n'a pas les capacités techniques ou financières. On essaie de trouver des leviers et des relais dans la production de l'équipement, mais aussi dans la phase de gestion. Donc de la même façon que pour les accosstations bus, certains opérateurs ont pu déjà prendre en main ces équipements. Il est vraisemblable qu'on puisse proposer aux opérateurs d'assurer la gestion des pots d'échange multimodaux routiers. Décidément. Je ne vois pas de concessionnaire autoroutier dans la salle, mais en tout cas, pour beaucoup d'entre eux, ils se positionnent sur ce créneau-là, en réalisation et parfois en gestion. Donc ça, c'est vraiment en amont du déplacement. Sur le tracé, il y a évidemment l'enjeu de fiabilisation que vous avez mentionné. Donc on travaille avec la DRIET et la DIRIF pour améliorer les parcours. Idéalement, les aménagements seraient réalisés en amont de la mise en place de l'offre,
Mais là aussi, on n'est pas sectaire, on n'est pas dogmatique. Si on a de bonnes raisons, si on a une espérance de succès, alors même que les aménagements ne sont pas faits, on mettra l'offre en place et les aménagements dans un second temps. Mais autant que possible, à défaut de faire les aménagements, on demandera des garanties que l'aménagement sera fait dans des délais raisonnables. Voilà, donc ça, c'est sur la partie tracée. Et sur peut-être une partie délicate, la plus délicate, c'est sur au point de dépose de l'usager. Donc dans les éco-stations bus, dans les gares routières et dans les pôles d'échange du Grand Paris. Donc on a plusieurs cas de figure. Le cas de figure idéal, où le pôle d'échange n'est pas complètement designé, il reste de la place, on peut faire bon accueil aux lignes express en plus des lignes locales, tout va bien. Et puis dans d'autres cas, malheureusement l'espace il est contraint, et dans ce cas-là, il faudra qu'on ait un dialogue avec les élus locaux, sur les territoires sur lesquels se trouvent notamment les gares du Grand Paris, les élus de Ronde-Couronne, pour voir ensemble comment faire de la place aux lignes express. Ça veut dire quoi? Ça veut dire possiblement déporter le terminus de la ligne locale et demander aux habitants de Petite Couronne de parcourir les 300 mètres ou 400 mètres supplémentaires qui sont le prix à payer pour permettre aux habitants de la Grande Couronne d'avoir un accès tout simplement, notamment au Grand Paris. Merci beaucoup, Monsieur Alquier, pour voilà, ce point effectivement très factuel, avec effectivement de nombreux chiffres que j'avais oublié de dire en introduction, et vous m'en excuserez. Donc voilà, on voit effectivement donc tout le projet qui est attendu, avec notamment des débats qui interviennent assez souvent sur, par exemple, les sites propres, faut-il qu'ils soient réservés exclusivement aux lignes express ou à d'autres modes de transport type covoiturage, comme voilà, ça il peut y avoir. Et on voit aussi qu'à certains endroits, ça va être, on l'a vu tout à l'heure, utilisation par exemple de la bande d'arrêt d'urgence. Voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir de multiples possibilités. En clôture, Monsieur Haït, est-ce que, du coup, avec tout ce qui a été présenté par Monsieur Alquier ou bien par également Madame Gobert, est-ce que vous, en tant qu'élu du territoire, quelles sont maintenant vos attentes en termes de développement? Comment est-ce que vous voyez la suite et comment est-ce que vous pensez que les usagers que vous voyez au quotidien sur votre commune ou au sein de la communauté urbaine vont percevoir, vont attendre ces développements sur les lignes express? Merci. Alors j'attends tout d'abord que le rapport il soit pris au sérieux et que toutes les parties prenantes de ce mode de transport portent la même ambition et qu'on saisisse bien l'occasion qui nous est offerte d'apporter une solution concrète, opérationnelle, avec un certain nombre de facteurs de réussite à mettre en œuvre qui ont été listés ici. Ils attendent évidemment la prise en compte de ceci, mais aussi peut-être d'une capacité de l'État à être plus réactif et à accepter des expérimentations et qu'on puisse mettre peut-être plus rapidement à disposition les bandes d'arrêt d'urgence, qu'on puisse tester davantage et qu'on articule mieux ce travail avec l'État. Ça va être un des points peut-être compliqués, pas cette histoire de bande d'arrêt d'urgence, mais que l'État se penche un peu avec nous sur cette démarche-là. Et puis je pense qu'il faut simplifier maintenant la gouvernance. L'administré, l'usager a du mal à comprendre la multiplication des intervenants simplement pour aller de chez lui à son travail ou de rentrer du travail chez lui. Il a besoin d'y voir plus clair. Donc ça va faire plaisir à Monsieur Alquier. Moi, je suis très favorable à ce que Île-de-France Mobilité se transforme en véritable grande autorité globale de transport et puisse davantage fédérer, peut-être dans un premier temps d'une manière expérimentale sur des projets, mais en tout cas qu'on puisse aller plus loin. Voilà, qu'on donne à lire de manière plus claire l'offre de transport et surtout quand elle est pertinente, populaire, acceptée, et qu'elle n'est pas pour les maires source de difficultés quotidiennes sur telle annulation de bus et autres, et que là on répond et on est capable de faire la démonstration que collectivité territoriale, institutions, organisations, concessionnaires, délégataires, on propose une offre de service cohérente. Voilà, c'est ça qui est attendu aujourd'hui. C'est du temps libéré pour l'élu qui pourra davantage faire de pédagogique pour accompagner la transition énergétique et écologique et expliquer aussi non pas les sacrifices, mais les démarches communes d'efforts qu'il va falloir faire à l'avenir pour mieux s'adapter, mieux transformer notre économie, notre société, notre rapport à la nature. Et là, c'est peut-être tout bête, mais ces lignes express, ils vont y contribuer de manière significative. Ce rapport est une belle opportunité dont il va falloir se saisir très très rapidement. Île-de-France Mobilité a déjà sollicité les territoires, on a contribué. On va prendre une initiative à la CU pour partager tout ça avec mes collègues maires qui se disent ça marche tellement bien qu'on en veut une aussi chez nous alors que ça ne répond à aucune logique de territoire. Donc comment on va faire pour mieux avancer ensemble là-dessus. Voilà. En tout cas, merci d'avoir pris l'initiative de cette belle table ronde dans le cadre de la MIF. Je dis d'autant plus que je suis trésorier de la MIF, donc c'est très bien qu'on se retrouve ici pour discuter de vrais sujets qui, sur les territoires, sont en réalité opérationnels efficaces. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Haït. Merci à vous trois pour votre intervention sur ce projet où je pense que tout le monde a vu, on est tous convaincus de l'utilité de ces lignes et de l'intérêt de les développer. Pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin sur le rapport, vous pouvez évidemment trouver ce rapport sur Internet très facilement. Et avec monsieur Alquier, vous ne me trompe pas, avec une échéance donc, en 2023, il y aura, je crois, un vote, pardon, excusez-moi, d'Île-de-France Mobilité sur ce qui aura pu être décidé. Merci en tout cas vraiment beaucoup de votre présence. Et puis je vous souhaite un excellent salon. Merci. Bravo. Profitez. Allez. Il y a l'air d'un Brésil qui était là, qui a envie de nous attraper, monsieur Dupont. Ouais, je l'ai vu, je l'ai salué. Non, mais il faut le faire. Il est parti. S'il est parti, tant pis pour lui. Ah, mais en plus, j'ai vu hier. Ah merde, il est là.